parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parents et amis. Encore un invité exceptionnel qui a refusé, donc on a un autre en remplacement. C'est une blague. C'est un vieux routier. Mon ami ami et invité et conseiller en vin à la SAQ depuis 40 ans. Faut pas dire trop fort. 40 ans. Véritable référence. Tu as commencé à 12 ans, c'est pour ça. Là, surtout dans le monde de la boisson. Ben oui. Il a maintenant fondé sa propre entreprise en animation, dégustation de vin. Il va chez vous à maison, ça marche? Je vois que tu en fais. Oui, ça marche des bien. Groupes d'amis, des fois, qui se regroupent. Des groupes d'amis, du corporatif. Ça roule. Tu vas avoir le jour où tu travailleras peut-être moins à la SAQ, tu pourras continuer un peu plus là-dedans. Absolument. Ça, c'est l'objectif. Tu es en train de te bâtir un petit lit intéressant. Voilà. Il y a le site Internet où tu fais toutes sortes de chroniques, puis on le voit sur LinkedIn et c'est sur Facebook LinkedIn, aussi? Sur Facebook aussi, sur christianmartel.net. christianmartel.net. Tout est là pour plus d'informations. Alors, tout semble bien aller. C'est une chronique, dans le fond, je le disais avant qu'on entre en onde ensemble, je disais... il y a quelques habituels. Dans le fond, on se voit souvent au début de décembre pour les fêtes. Mm-hmm. On se voit au début de l'été pour l'été. Puis une couple de fêtes, des fois Pâques, des fois à l'automne aussi. Mais 3-4 fois par année, quand on a la chance de jaser. Mm-hmm. Puis, sais-tu, à chaque fois, il y a des questions des gens, on les garde, puis on va en avoir encore plusieurs aujourd'hui. Parce que, d'abord, parce que souvent, on n'écoute pas. Ça, c'est mon cas souvent. Et on retient pas tout non plus, c'est sûr. Mais on est aux portes de l'été, on commence à avoir soif un petit peu. Puis ça me rappelle mes années au FM 93 où le rosé. Les gens m'appelaient. Il y en a qui m'appelaient. Il fait beau aujourd'hui, es-tu correct pour l'autre? Non, je dis non, 19, ça marche pas, c'est 21. Quand on aura 21, le rosé. Puis là, je donnais c'était très drôle. Oui, c'était le fun, ça. Les gens m'en parlaient. Mais dans le fond, le rosé, si on en parle, parce qu'on va en parler un petit peu, il s'est démocratisé, là. Énormément. C'est plus une affaire juste de chaleur puis de soif d'été. Non, il se vend du rosé à l'année. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a moins un peu durant l'hiver. Là, quand l'été arrive, on voit que les allées se remplissent. Oui. Parce qu'il y en a qu'on a uniquement durant l'été. On peut en avoir 2 puis 3 fois plus durant l'été, des rosés, puis d'un peu partout dans le monde aussi, là, puis de qualités différentes. Moi, ça me surprend, ça. Des rosés à 30-40 piastres, j'avais jamais vu ça. Il y en a, là. J'en ai déjà vu un à 60. Ça, c'est mon record. As-tu goûté? J'avais-tu goûté? Je pense que non. Pas eu le temps. OK. mais mettons un rosé à 12 piastres puis un à 28. Y a-t-il une différence? C'est comme les autres. Tu as plus d'intensité. Mais c'est un rouge, dans le fond. Faut jamais oublier ça. C'est ça. C'est comme un rouge pâle, tout simplement. C'est ça. Mais, est-ce qu'on peut dire un rouge pas prêt? Non. Non, pas prêt. Mais pâle. On s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas plus de couleurs qu'il faut, tout simplement. Donc, on retire le raisin plus vite. Tu retires les parties solides, les peaux, parce que la couleur vient de la peau. Alors que le rouge, tu laisses là. Tu laisses aller ça. Là, c'est la différence fondamentale, là, dans le fond. Exactement, c'est ça. C'est pas un mélange de rouge et de blanc. Là, c'est juste tout simplement, moi, dans le fond, j'ai souvent dit, c'est un rouge, mais qui est très, très, très pâle. Parce que, tu peux pas faire un rosé avec du raisin vert, ça va de soi. Mais quand on connaît la méthode où on le retire en dedans de 2-3 jours maximum, des fois moins. Puis des fois moins, des fois c'est quelques heures. OK. Puis, mais on serait porté à penser, Christian, que ça goûtera rien, puis c'est faux. Non, c'est faux. Ça goûte de quoi? Parce que, tu sais, t'as quand même la chair à l'intérieur du raisin, là. Puis tout dépend de la qualité de la matière première. Tu sais, c'est un raisin qui a beaucoup de goût, à ce moment-là, c'est normal. Ton rosé va avoir beaucoup de goût. Parce que, tu sais, t'as différentes méthodes pour faire du rosé. En fait, celle qui est la plus utilisée actuellement, là, parce que c'est ça que les gens veulent, c'est les rosés pâles et clairs. Comme la Provence. Provence, c'est le meilleur exemple. Exactement. Les rosés pâles sont clairs. Eux autres, là, c'est pas compliqué. Ce qu'ils font, ils prennent les raisins rouges, pour faire du vin rouge, et ils les écrasent tout simplement. Fait qu'en les écrasant tout simplement, il y a une petite partie de la couleur qui s'en va dans le jus, ce qui fait que c'est bien, bien, bien pâle. Puis c'est pas très, très tannique. Qu'est-ce qu'on ferait pour qu'ils soient foncés, dans le fond? On les écraserait pas ou... Non, c'est qu'on fait la méthode, on part... une batch, mettons, on va dire ça de même. Une batch de vin rouge. Ah ouais donc. On envoie ça dans la cuve, les raisins sont là, les peaux, les noyaux, tout ça. C'est sûr qu'au début, comme le jus est incolore, parce que le raisin, c'est bien beau, mais à l'intérieur, c'est pas coloré, c'est la peau qui l'est. Alors, ça commence à se colorer tranquillement, pas vite. Puis là, ils regardent ça, quand ça atteint pas mal la couleur qu'ils veulent, on va ouvrir la valve en dessous de la cuve. On va envoyer ce liquide-là. Le liquide, on le garde, OK. On le garde, on envoie ça dans une autre cuve. Ça va continuer à fermenter. Mais comme les peaux sont plus là, ça se colore plus. Mais ce qui va rester, parce que souvent, on n'a pas tout vidé, ce qui va rester, là, quand tu penses à ça, là, c'est une façon de reconcentrer mon vin rouge. Parce que tu as moins de liquide.
Et avec les mêmes pots et les mêmes noyaux. Là, fait qu'ils ne jettent pas les pots, dans le fond. Non, ils ne jettent pas ça. Quand on fait du rosé, on garde les pots pour faire du rouge après ou quoi? Oui, parce que ça continue de fermenter, ça continue ça de macérer avec le jus qui reste dans la cuve. Donc, ça va donner un Ça veut dire jus. que je peux avoir une bouteille, Christian, de rouge qui est à l'origine la même batch, parlons de ça, était du rosé. Ouais, exactement, c'est ça. Ben oui, au début, c'était rosé. De plus en plus foncé. Si tu laisses aller ça va devenir rouge. Mais si tu en envoies une partie dans une autre cuve, elle va rester rosée et il n'y a plus de peau pour la colorer. Fait que c'est une façon de renforcer aussi le rouge, mais ça donne souvent des rosés qui sont un petit peu plus foncés. Et ça, on a un petit problème avec ça des fois. Parce que les gens pensent à tort qu'un rosé qui est foncé, il est sucré. C'est vrai qu'on se rapporte à penser ça? Oui, parce qu'on connaît plus les pâles, ou? Oui, mais c'est parce que les gens ont tendance à penser au galop. Tu sais, le rosé de galop, il est sucré. Ben, c'est pas un défaut, il est fait de même. Ça en prend, il y a une clientèle pour ça. Il y en a qui aiment ça, des rosés sucrés? Il y en a. Ben, écoute, ceux qui commencent à prendre du vin, là, qui sont habitués de boire des jus ou encore du Coke, du Pepsi, des choses comme ça. Christian, quand on a 16-18 ans, premier café, on met 7 sucres dedans. À peu près, oui. Puis la bière, on n'aime pas ça, on veut juste l'effet. Fait qu'on boit ça vite, puis on vient chaud d'ail assez vite. Fait que dans le fond, c'est le sucre qui nous sauve là, au début. Puis les premiers vins blancs, je me rappelle, on prenait des Black Towers. C'était une tasse de sucre. C'était à mode, c'était carrément sucré. C'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, on goûterait ça, puis on dirait que c'est bien plus sucré qu'avant. Mais c'est pas ça. C'est notre goût qui a changé. Dirais-tu qu'on est en train, même si on parle des blancs 2 secondes, parce qu'on va revenir là-dedans, mais qu'on est rendu quasiment ailleurs, parce que moi, je jase à la SAQ avec des conseillers comme toi, puis il y en a qui me disent, on voit une tendance, mettons, les gros chardonnays beurrés, les gens switchent vers le chablis, plus sec. Tu vois ça, toi aussi, tranquillement? On est plus exigeant, moins beurré, plus sec. On est rendu ailleurs, c'est complètement autre chose. Ou des chardonnays plus français qui sont plus minéraux, c'est ça, en fond? C'est ça, minéraux, moins de, pas de bois, c'est ça. OK. Il y a des modes là-dedans. Là, ça veut dire qu'éventuellement, peut-être qu'on connaît plus ça aussi. Oui, on connaît plus ça, puis les goûts changent aussi. Les goûts des gens changent. À un moment donné, les gros vins confiturés boisés, là, c'est moins la mode que ça devait être. Le Liano, mettons, qui était très, très, très fort, ça mange moins un peu? Ben oui, c'est encore fort? Mais ça diminue. Ça diminue. Je remarque ça. Tu me poses la question, oui, il me semble que je m'en fais de moins demander qu'avant. Bon. Parce que c'est ça, c'est drôle, le Liano, c'est un vin rouge italien. On a tous bu, là. Ah oui, c'est un rouge italien, mais qui est très fruité. Même il y en a qui me disent des fois, c'est un rouge italien américanisé. Dans le sens que ça a plus de fruits. Quasiment de la confiture, dans le sens où c'est rond. Ouais. C'est ça. Ben, là aussi, il y avait une clientèle pour ça. Okay. Mais des fois, les vins changent, hein, parce que des fois, à un moment donné, même le même vin, tu veux dire? OK, ils vont l'ajuster. Ça arrive des fois, les vins sucrés, ça pogne moins, on va le faire un petit peu différemment. Les vins boisés, ça pogne moins, on va le boiser un petit peu moins. Il faut qu'ils s'ajustent au marché, il faut qu'ils vendent, eux autres. Ben, exactement, c'est ça, ils sont là pour ça. Si à un moment donné, les ventes baissent, on se pose des questions, c'est quoi? On fait des sondages. Voilà. On revient sur le rosé pour clore, parce que les gens vont boire beaucoup plus l'été, dans le fond. La température pour le service, c'est comme le blanc? Moi, je dis c'est comme un blanc. Même chose. C'est à peu près là, 12 degrés. Peut-être légèrement plus frais s'il fait bien chaud. Mais on n'a pas tout un thermomètre dans les mains. C'est quoi 12 degrés? C'est dans le frigidaire? 12 degrés, là. Moi, je dis, mettez ça dans le frigo toute la journée, là, mais sortez-le 10-15 minutes avant. Puis, c'est toujours bon de le remettre dans le frigo de temps en temps. Ou de se tenir, mettons... Parce qu'il va venir chaud éventuellement. C'est ça. Si tu bois tranquillement, ce qui n'est pas mon cas, non, mais il y en a qui, tu sais, des fois, c'est ça. Il va être moins bon. Ben oui, parce qu'il va réchauffer. Parce que même si t'es dehors au soleil, là, c'est une terrasse ou dehors... Tu peux mettre dans l'eau froide au moins. Hein? C'est ça, prends un seau d'eau froide, mets ta bouteille dedans de temps en temps. Pas nécessairement glacé. Tout le temps, je comprends. Froid, ça vient de la glace. À un moment donné, ça vient glacé puis tu goûtes plus rien. Tu goûtes plus rien, c'est vrai. Puis aussi, il faut tenir compte du fait qu'un verre de vin, ça réchauffe plus vite qu'un verre d'eau. L'alcool réchauffe plus vite que l'eau. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Ah, là, tu es supposé le savoir, franchement. Je peux pas te le dire, je sais juste que c'est ça. Parce que là, il faudrait que je me remémore mes cours de chimie au secondaire, qui est un cauchemar épouvantable pour moi. OK. Donc, mais je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Mais pourquoi exactement, chimiquement, je peux pas te le dire. Est-ce que... Quand on te demande... des rosés, souvent, c'est un vin d'apéritif. Il y en a qui prennent pour manger. Est-ce qu'on va dire, avec quoi qu'on peut prendre du rosé? C'est-tu comme le blanc ou le poisson? Ou quasiment, oui, parce que tu pourrais prendre des... Mais comme c'est un rouge, je me disais, il est peut-être différent un peu. Oui, mais tu sais, tu as du tanin, mais tu n'en as pas beaucoup. Tu sais, le tanin, ce qui nous assèche la bouche, là, c'est tanin puis les couleurs, ça va ensemble, ça. Fait que comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de tanin, donc tu peux prendre des poissons, du saumon avec ça, c'est excellent. Tu pourrais prendre du jambon même, tu sais, une viande un petit peu salée, là, donc ça irait très bien. Puis, dans certains cas, oui, tu peux remplacer... tu peux prendre des sushis aussi, si tu veux. Tu peux remplacer un rosé par un blanc ou l'inverse, là, il n'y a pas de problème.
En jasant avec des amis, Ouais. il y a un aspect c'est niaiseux, puis c'est pas une question que je suis hors d'atteinte du côté, depuis quelques années, mettons que j'ai moins d'entrée d'argent, j'en dépense plus, je suis pas une plainte, là. Mais il y a un argument qu'on me sert souvent, on dit, crème le rosé, pour ça, c'est accessible. Ben oui. Tu sais, des vins rosés qui ont de l'allure entre 15 et 20, il y en a en masse, là. Il y en a beaucoup. Parce que c'est un vin soif, souvent, tu cherches pas à aller... Mais parce que quand tu veux, mettons, tu vas chercher un Chablis, comme on fait à Blague, c'est 28, 30, 35, 40, là, puis tu peux monter tant que tu veux. Attendez-vous que ça va monter. Tu penses encore? Les Chablis, c'est épouvantable parce que eux autres, le malheur est après eux autres. Hein. C'est le malheur, c'est même pas la demande, c'est peut-être et la demande et le malheur. Ah, ben ça va tout ensemble parce que ce qui est arrivé depuis 3-4 ans, ils ont eu des énormes problèmes de gel. En Europe, surtout, le Chablis qui est fait? Oui. Causé par le réchauffement climatique. Ça a peut-être l'air contradictoire. Ben oui, ça a l'air contradictoire. Là. Ce qui arrive, c'est que à cause du réchauffement climatique, la vigne devient en fleur plus vite. Et quand elle est en fleur, c'est là qu'elle est le plus fragile au froid. Fait que si ça commence plus tôt, puis arrive un coup de froid, c'est fait. Fini. C'est fini. Puis là, comme de malheur, cette année, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2-3 semaines, ils ont eu une énorme tempête de grêle. Ce qui fait que, puis tu sais, c'est gros comme des balles de golf. On voit fait que là, ça affecte directement les plants. Ça a défait des vignobles au complet. Fait qu'attendez-vous qu'en 2024, le Chablis qu'il va y avoir, il devrait être cher. Parce qu'il va être très, 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 très rare. Donc, quelqu'un qui aime ça pourrait s'acheter une petite caisse de 12 à quelque part dans l'année en gardant? Ouais, peut-être. Ben, je dis ça. Par contre, ouais, tu peux t'acheter une caisse de 12, mais des fois, le problème, c'est que quand t'es tiré le bras, là, whoop, ça, c'est dangereux. Puis, une caisse de 12 Chablis, ça va être plus 400$. Ça va être cher. Oh, c'est sûr. Parce que le Chablis, là, c'est rendu 28-30$ en bas de ça. C'est très difficile. Je suis d'accord. C'est ça. Ah, ouais. Il faut que je te raconte que cette semaine, j'avais déjà vécu ça à la SAQ de la rue Maguire, mais j'ai vécu, il y avait sur quartier, parce que moi je suis à Hauteville, et à un moment donné, il y a une dame, mais sincèrement, l'employé de la SAQ est extraordinaire. Mais il y a deux dames qui viennent, quand j'ai un certain âge, plus proche de 80 que 65, tu comprends? Ouais. Puis bien tranquillement, puis ils veulent, il dit, notre fils prend du vin Bordeaux. Tu vois, quand on prenait eux autres, d'après moi, il prenait pas beaucoup de vin. Fait que là, la conseillère a dit, bon, parfait, le Bordeaux. Ben, elle dit, le Bordeaux, il y a une grande variété de prix. Hein. Puis, bon. Alors, pour une certaine... Ben, elle dit, est-ce que c'est un amateur? Est-ce que c'est un connaisseur? Pose une question tout à fait... Ben, fait que là, finalement, la question, c'est vous pensiez à combien? Ben oui. Là, les deux dames, mais moi j'aurais éclaté de rire parce que je suis pas fin, là. Mais elle a dit, ben, ils ont dit entre 8 et 10. Et oui, OK. Pour un Bordeaux. Fait que, je comprends que peut-être un Bordeaux 15-20, ça se peut, je sais pas, je connais pas ça. Il y en a. Mais 8-10... Non, mais la dame a dit, parce que là, là, on n'a pas beaucoup de choix, là. Mais finalement, de la manière qu'elle l'a expliqué, les dames, dans le fond, c'était pas de la mauvaise foi, c'était de la méconnaissance. Ben, c'est ça, exactement. Fait qu'elle a dit, écoutez, si c'est un amateur puis qui en prend beaucoup de Bordeaux, moi, je vous dirais... on va aller un peu plus haut pour qu'il soit... Sinon, il va faire un sourire, il va dire merci, mais probablement qu'il ne boira pas. Fait que, tu sais, les dames ont dit, ben oui, mais il voulait juste se savoir. Mais c'était drôle de voir, quand tu n'en achètes pas, tu connais pas ça. Ben, c'est ça. Tu prends l'idée de quelqu'un, ça doit t'arriver en masse, quelqu'un qui dit, lui, il aime telle sorte de vin. Mais là, vous voulez mettre combien? 15$? C'est pas possible. Tu sais, des grands Bordeaux, des Barolo à 15$, là, on trouve pas ça. Non. Mais c'est drôle que tu racontes ça. Ça me rappelle une autre affaire. Si on a le temps. Oui, tu as le temps, tout le temps. À un moment donné, il y a quelques années de ça. Il y a un monsieur, justement, d'un certain âge, puis on fait pas de l'âgisme ici. Non, là, mais... Nous autres, même, on s'en arrive. On s'en vient je m'en viens d'un certain âge, moi aussi, ou d'un âge certain. Oui, moi aussi, ben oui, c'est ça. Ça craque le matin, on se dit, OK, parfait. Mon Dieu, oui. Oh, que si. Oui, le monsieur me demande, il dit, monsieur, avez-vous le vin Château? Fait que là, Château, il arrête là. Château. J'ai dit, quel Château? Ben, il dit Château, là. C'est un Château, j'ai pris ça, puis il était bon. Ben ouais, c'est ça. J'ai dit, écoutez, monsieur, c'est parce que des vins qui s'appellent Château, il y en a beaucoup. Des centaines, des milliers. Puis là, il commence à insister un petit peu plus agressivement. Ben, il dit, le vin Château. Tu sais, pas compliqué. Château. Ben, je vous dis, écoutez, monsieur, j'aimerais bien vous aider, mais là, j'ai pas un seul vin qui s'appelle Château. Là, il me regarde, puis il me dit ça, le plus sérieusement du monde. Tu le dis, Gilles? Il dit, je pensais, là, il dit que vous connaissiez ça, le vin, vous. Qu'est-ce que tu veux répondre? T'es parti arrive, là, monsieur. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, le respect du client. Mais lui, mais par après, ça se peut pas, là. Écoute, là, le Château. Puis il y en a probablement des milliers dans le monde. Il y en a des milliers, c'est sûr. Tous les Bordeaux, puis il n'y a pas juste les Bordeaux. Il y a plein de vins qui s'appellent Château. Là. Mais tu sais,
tout comment, tu sais. Mais c'est drôle, des fois, on s'en fait demander des affaires, là, tu sais, l'étiquette est blanche, écran noir, ouais. Ça, tu n'en mets. Mais tu sais quoi, comme ceux qui travaillaient dans les magasins de disques dans les années 80, la chanson fait Chouchachoua, Chouchoulaoua, Chouchoulaoua. Le gars est en arrière, voilà, c'est parce que écoutez, Chouchoulaoua, là, il y en a pas mal. Puis il y a un autre des fois, ça clique, mais des fois, non. La tune, tu sais, de Hall & Oates, tu parles de musique. Man-Eater, Chouchou you up. Oh, here she come. Chouchou you up. Fait que les gens, Chouchou you up. Parce que si t'allumes pas, mais c'est drôle parce que dans le fond, c'est le même problème pour toi. C'est le même problème, c'est ça. Les gens vont dire, j'ai pris un vin rouge, je pense. Oui, l'étiquette est blanche, écran noir, OK, ouais. Bon, parlons du homard parce que c'est le temps du homard. Ben oui, absolument. Les vins qui vont avec le homard, il y en a-tu? Premièrement, on y va en blanc. Vin blanc avec le homard, c'est toujours gagnant tout de suite en partant. Okay. Parce que la chair de homard, là, ça réagit, ça, avec les tanins des vins rouges. Puis c'est pas bon. Mais si je mets 6 livres de beurre à l'ail, ça change-tu de quoi? Ben oui, c'est sûr que ça change de quoi. Là c'est moins bon. C'est sûr que là, c'est plus difficile. Là, tu parles d'un homard nature, un petit peu. Homard nature. Un petit peu de citron, peut-être? Mais le citron, c'est pas grave avec le vin? Oui, mais pas trop. Ben, c'est sûr que là, s'ils mettent du citron, ce qui peut être intéressant, c'est d'y aller avec un sauvignon, un Sancerre, par exemple, ou y fumer, des choses comme ça, parce que ça goûte déjà les agrumes. OK. Fait que tu vas aller dans la commune. Fait que sinon, l'accord serait mieux, peut-être. Mais l'accord, là, chardonnay. Chardonnay avec homard, tu te trompes jamais. Jamais. Tu te trompes pas. Qu'il soit boisé ou pas, c'est peu important. Ça, c'est selon le goût du client. Mais chardonnay homard, ça, là, c'est parfait. On pourrait aller aussi en pinot gris. Quelqu'un qui aime pas le chardonnay. Pinot gris, ça se situe entre quoi et quoi? Mettons, les deux gros connus, c'est chardonnay ou sauvignon blanc. Ouais. Sauvignon blanc, moi, je dis toujours, c'est des agrumes, pamplemousse. Exactement. C'est plus sec. Puis chardonnay, ça serait, on le décrirait comment? Mettons, le chardonnay est plus sec, est quand même sec, mais avec un beau fruit. Là. Souvent, surtout s'il est boisé, tu vas avoir un petit côté beurré, boisé. Sinon, c'est des arômes un peu de pommes. Puis pinot gris, tu entre les deux, il est plus proche du chardonnay? Le pinot gris d'Alsace, surtout plus fruité un peu. Donc, c'est vrai du chardonnay. Sucré, mais ça goûte la poire un peu, puis puis jamais boisé. Chardonnay, c'est souvent boisé, mais pas le pinot gris. Souvent, avec le bois, ça va pas très bien. Mais ça a plus de fruits un petit peu. Est-ce que c'est plus proche du chardonnay ou du sauvignon blanc? Je dirais que c'est plus proche du chardonnay. Okay. Le sauvignon est beaucoup plus sec, plus acide, avec ces arômes d'agrumes, le pamplemousse, citron, lime. Mais le côté, là, le pinot gris, beaucoup plus moelleux, beaucoup plus de fruits, un peu plus proche d'un chardonnay, mettons. OK, quelqu'un qui va te voir à SAQ puis dit, moi, je veux un chardonnay qui a de l'allure, qui passe partout, puis quelque chose qui a du bon sens. Puis je veux mettre, mettons, 20-22. Ouais. Ou 20-25, mettons 20-25. 20-25, oui. Ça, pour la meilleure qualité, tu vas-tu être porté à l'envoyer, mettons, en Amérique du Sud, en Afrique, au Portugal, par rapport, mettons, à du français, italien ou de l'américain? La grande question, dans le fond, là-dedans, là, c'est de dire, aimez-vous ça un petit peu boisé? Faut dire un petit peu maintenant. Parce que des vins ultra boisés, il n'y a presque plus. C'est rendu, j'ai de la misère à en trouver. Moi, il y en a qui me disent, as-tu un chardonnay bien beurré, boisé? C'est rendu difficile. Il y avait le Triano, c'est quoi le Triana. Triana, mais il me semble que c'est pas toujours disponible, malheureusement. Mais il me semble qu'il est assez... ça, c'était assez boisé. Ça, c'était assez riche. Okay. Mais ça l'est de moins en moins. Mais là, c'est au client. Ça, c'est les producteurs, tu dis, qui font moins boisé parce que la demande est moins grande. C'est ça, voilà. Tandis que là, tu dis au client, veux-tu avoir un petit peu boisé ou pas? Ou pas, là, il faut tailler plus du côté français. Côté français, les Bourgognes un petit peu plus cher. C'est plus 27, 28. Là. Okay. Et il y en a quand même un peu moins cher, mais pas beaucoup. Mais ça, c'est au goût du client. Mais souvent, moi, je trouve que le côté californien, entre 22, 23, il y a un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Je te donne l'exemple de Wente que je vois souvent chez des amis, ils ont ça, c'est 20-22 piastres, ça. C'est 20 quelque chose. Là. Puis ça passe. C'est gagnant avec du homard. C'est gagnant. Il n'y a aucun problème. Là. C'est vraiment très, très, très beau. C'est boisé, mais rien qu'un peu. De toute façon, le chardonnay, là, qu'il soit boisé, c'est pas une invention américaine, ça. C'est une invention française. Tu sais, les grands morceaux de ce monde sont des chardonnays hyper boisés. Mais ça amène une complexité au vin qu'il n'y aurait peut-être pas normalement. Fait que des fois, le chardonnay non boisé, il faut qu'il soit un peu concentré, sinon, des fois, c'est léger pas mal. Si je prends ce que tu dis à la lettre, puis je me dis, mettons, on a pris des cépages, on les a pris en France, dans le cas de la côte ouest américaine, Sonoma et les autres, puis on les a transplantés. Puis quand tu dis, ils vont être plus boisés là-bas, c'est une intervention pour les rendre boisés. C'est une intervention, absolument. Parce que si on les plantait comme on les plante, mettons, dans certaines régions d'Europe et de France, parce qu'on comprend que d'une région à l'autre, c'est pas les mêmes conditions, ce ne sont pas les mêmes vins non plus, là. Exact. Mais est-ce qu'ils seraient en théorie plus proches des chardonnays français si on les bois à potents? Oui.
Oui. Parce qu'il y en a même, on en a, hein, c'est marqué sur l'étiquette On Oak, là, tu sais, le chardonnay non boisé, absolument. Il y en a qui l'écrivent. Ça s'écrit comment? On Oak? On Oak, ouais. U-N-O-A. Oak, c'est. Pas comme mon oncle Garçon, mon oncle Gaston, non. On oncle Gaston, on oncle Marcel, non. Oui. J'avais jamais entendu le nom. Oak, ouais. On Oak, OK. On Oak, parce que Oak pour chêne. Si U-N, dans le fond. Ouais. U-N-O-A-K. U-N-O-A-A. Ouais, c'est ça. Non, non. C'est bon. Hey, je veux juste vous dire qu'on enregistre au début de l'après-midi, puis on n'a pas bu. Ça, on n'a rien bu. On est juste de bonne humeur. Même pas du tout. C'est ça, exact. On est juste content de savoir. Oui, exactement. Christian, on vient de parler un peu du homard. On parlait d'un petit peu des accords, mais je voudrais qu'on revienne à la base, parce que dans les chroniques depuis plusieurs années, ça revient tout le temps, mais je ne suis pas sûr qu'on retient tout le temps. Faisons la base des accords. Par exemple, avec le gras. Le gras étant, peut-on, soit une viande grasse, soit un fromage gras. On ne dit pas ça? Bon, oui. Fromage à part, parce que souvent, tu mets du blanc, du gras, du fromage. Oui, c'est ça. Mais allons-y que, mettons, une viande grasse. Avec le gras, tout ce qui est acide, un vin qui est acide avec du gras, c'est parfait. De toute façon, on le fait tout le temps naturellement. Hein, quand on met du ketchup sur nos frites puis du vinaigre, là, c'est quoi? Des frites, c'est gras. C'est de l'acide avec le gras. L'acide avec le gras, ça va bien. Le gras fait paraître moins acide. Les deux vont très bien ensemble. Parfait. Ou encore des vins très, très tanniques. Tu sais, des vins tanniques, je pense, par exemple, là, ce qui me vient à l'idée du Barolo. Tu sais, le Barolo, c'est un rouge, mais qui est assez fort sur le tanin. Très, très, on vient la bouche toute rugueuse. Mais avec une viande grasse, ça fait comme un lubrifiant en bouche, ça vient laver ces tanins-là, on les sent presque plus. Okay. Ça, là, c'est parfait. Ça, un vin avec le sucré, quelque chose de sucré, soit de l'asiatique bien sucré, puis c'est souvent l'asiatique, c'est souvent sucré. Là. Le sucre, là, dans une assiette, fait paraître le vin beaucoup plus sec qu'il l'est en réalité. Parce que d'abord, le vin, c'est du sucre, il ne faut jamais oublier ça. Ben oui, c'est ça. À la base, le vin, c'est du sucre. Exact. Mais ce qui arrive, c'est que quand on prend du vin en mangeant, c'est des goûts qu'on appelle en succession. C'est-à-dire, tu vas prendre une gorgée de vin, tu vas prendre une bouchée de ton mets, après ça, tu reprends une gorgée de vin. Ça, ce qui fait que le sucre dans l'assiette va faire paraître ton vin plus mince. Parce que là, tu as goûté quelque chose de sucré. Donc là, tes papilles là, ont travaillé fort pour détecter le sucre. Là, tu arrives avec ton vin, qui n'est pas sucré, qui a quand même un goût de fruit, mais qui n'est pas sucré. Là, ça passe. Il est dans le vide, dans le fond? Ouais, il est dans le vide. Les papilles, ils sont comme plus capables de détecter ça. Alors, ça met en relief quoi? L'acidité, puis les tanins. Là, ton vin, qui était bien bon au début, là, tout d'un coup, il est rendu bien mince à cause de ça. Le côté fruit là, a diminué énormément. Ce qui fait que quand tu as de quoi de sucré, il faut partir fort. Moi, il y en a qui m'arrivent des fois, tu sais, comme là, ça va être le temps. Sucré, c'est des desserts aussi? Oui, absolument. Dessert et tout, côte levée sucrée, asiatique sucré. Il y en a de la sauce sucrée. Tu sais, comme là, ça va être le temps des côtes levées. Hein. Côte levée, là, la grosse sauce barbecue sucrée avec ça. Moi, là, mon vin qui me vient à l'idée, c'est un Zinfandel de Californie. La réponse que j'ai souvent, non, j'aime pas ça, c'est ben trop fruité, c'est de la confiture. Ouais, mais attends, tu vas voir qu'en mangeant, là, il va te paraître pas mal plus sec, et le fruit va se faire rabaisser, mais il va en rester. Si tu prends un pinot noir avec ça, là, t'es rendu dans l'eau. Ça va goûter l'acidité bétanin. Il n'y a plus de fruits. Désagréable, pas le fun. Très important. OK. Avec le salé. Avec le salé, ça, c'est pas compliqué. Dans le fond, tout ce qui est vin blanc avec n'importe quoi de salé, là, c'est magnifique. Ça va ensemble. As-tu déjà salé une pomme, toi, quand tu étais jeune? On faisait ça quand on était jeune, des fois. Tu sais quoi? Je vais te faire un aveu. Ouais. J'ai jamais arrêté de ma vie de faire ça. Ah ouais? Bon. Une des collations que mes gars aimaient le plus, puis ils m'en parlent encore. Ouais. Une pomme coupe en deux. J'enlève le cœur en V de chaque côté, donc il reste plus de... Tu peux tout manger. Un petit peu de sel de mer. Ouais. J'aime encore ça. J'ai pris une hier. Ah ouais? Bon, tu vois. Non. Mais pourquoi tu mets du sel? Pour qu'elle soit plus sucrée. Parce que le sel diminue... C'est ça que ça fait quand même. Mais je savais pas ça. Le sel diminue la perception acide gustativement. Fait que quand tu as un mec qui est très salé, là, c'est pas grave de prendre un vin blanc qui est très acide. Quand je mets du sel de mer sur ma pomme, elle me paraît où elle l'est? Elle va te paraître plus sucrée. Dans OK, le fond, mais c'est exactement... ça. C'est un plaisir en bouche. Ouais, donc c'est que le goût salé diminue la perception d'acidité. Fait que c'est bon. Ça met en relief le sucre. J'ai appris ça à 63 ans. Tu vois. Alors que j'en mange depuis l'âge de 8 ans. Mais par contre, un mets très salé avec du rouge, là, on a un sérieux problème. Oh, OK. Ça durcit la rugosité des tanins. Fait que si c'est très salé... tu vas mieux avec quelque chose de pinot noir, quelque chose de léger? Ouais, quelque chose qui n'a pas trop de tanins. Un pinot noir, à ce moment-là, tu as moins de tanins.
du grenache. Un grenache espagnol, tu sais, t'as pas trop de tanin, t'as plein de fruits. C'est pas pire, ça, hein, les grenaches. Ah oui, c'est bon, vrai. ça. Je sais que je t'ai vu dans tes chroniques en parler, puis j'ai dit, Caroline, c'est vrai, grenache. Un bon grenache. Dans le Rhône aussi, il y en a beaucoup. Là, allons-y avec l'épicé, parce qu'il y a une mode. J'ai jasé avec Pierre-Olivier de Firebound. Il dit, les Québécois mangent de plus en plus piquant. Ah oui, c'est pas bon épicé, cas, je sais, non, mais il y a beaucoup de gens qui mangent épicé de plus en plus. Mais tu remarqueras, il y a du ketchup épicé, des mayonnaises épicées. Tout est rendu épicé. Ouais. Alors, la réalité, est-ce qu'épicé, ça va comme sucré? On allie ça comment? Écoute, ça cause autant de problèmes. Là, c'est un déséquilibre très épicé, dans le fond. Des épices piquantes, au contact de l'alcool en bouche, au contact de l'alcool du vin, ça met le feu. Alors, si ça met le feu, tu ne pourras pas goûter ton vin correctement. Là. Tu peux en prendre, mais... Prends pas un grand vin avec de l'épicé, c'est ça que tu me dis? C'est pas le temps d'investir. Puis la réponse est toujours la même. Vas-y avec quelque chose de plus fruité un peu, ça vient éteindre le feu plutôt que de l'huile dessus. OK, parfait. Si on prend quelque chose de vinaigré, mettons une côte là bien vinaigrée. Oui. Ben, le vinaigre. Il n'y a rien qui va vraiment avec le vinaigre tant que ça. Surtout, comme on disait, là, comme une salade, là, les vinaigrettes, tout ça, oui. T'as le côté acide. Le côté acide, c'est une chose. Parce que juste l'acidité tout seul, ça pourrait être bénéfique. Comme par exemple, on faisait des tests, là. Je fais faire ça aux gens des fois. Mais je me dis, prenez un peu de citron, mettez-vous ça en bouche, là, croquez-les pas. Là. Puis après ça, là, tu reprends ta gorgée de vin. Ton vin paraît meilleur. Tout simplement parce que ça fait l'inverse du sucre de tantôt. Tes papilles ont travaillé fort pour détecter l'acidité du citron. Ils sont moins capables de détecter l'acidité du vin. Ça le fait paraître plus moelleux, plus riche. Par contre, souvent, les fameuses vinaigrettes sont sucrées. C'est là qu'est le problème. mais est-ce qu'on pourrait à ce moment-là prendre les moins pires au lieu de dire les meilleurs? Parce que c'est pas facile de trouver un bon vin avec ça. Ce qui est le moins pire avec du vinaigré, c'est quoi? C'est ça. Il faudrait aller encore une fois avec quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de fruits pour contrer cet effet-là d'amincissement du vin. Le fumé. Ouais. Parce que de plus en plus, une nourriture fumée. Le fumé va sortir, les jambons fumés, le poulet fumé, puis les côtes levées fumées. Fumé et boisé, très bon accord. Oh, OK. Bon. Oui. Tu sais, là, tu te fais un bon steak sur le barbecue, là, sur un feu de bois, là, c'est encore mieux. Plus un rouge dans le rouge, boisé un peu. C'est quoi un rouge boisé? Je connais plus les blancs boisés. Ça peut être un Cabernet Sauvignon de la Californie, par exemple. OK. Qui sont peut-être pas ultra boisés, mais ils sont quand même. Parce que le goût boisé se marie magnifiquement avec le goût fumé. Fait que les deux ensemble, là, c'est vraiment quelque chose. Il me restait un accord, mais tu as touché un peu tantôt, mais allons-y plus déterminé, mettons. Les salades. Parce que beaucoup de... j'allais dire les femmes, mais moi aussi j'en mange le midi, là, parce que pour moins manger de calories, mais il y a beaucoup plus d'offres de salades dans les restaurants, puis on en fait beaucoup chez nous. Exact. Tu vas me dire, ça dépend ce qu'on met dedans. Oui, c'est ça, exact. C'est vrai qu'il y a 1000 salades différentes. Si t'as des tomates, ça marche avec quoi, ça? Des tomates, ça prendrait un rouge, mais avec un certain fruit. OK. Tu sais, parce que souvent, là, même les sauces tomates... Tu sais, une salade grecque, je prends l'exemple d'une salade grecque. T'as du feta qui est du gras, mais t'as de la concombre qui est bizarre un peu, mais t'as beaucoup de tomates. Ouais. Et de l'ail, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, mais je resterais quand même en vin blanc. Même si on est sur la tomate avec ça, là, parce que c'est différent d'une sauce tomate. Là, parce que surtout avec le feta, fromage, vin blanc, ça passe pas mal mieux qu'avec un rouge. Les tanins avec toutes ces choses-là, là, ça ira pas bien. Tandis qu'un blanc sec, fin, moi je trouve que j'ai pas vraiment de problème avec ça. L'acidité de la tomate aussi va juste être bonne. Mais c'est différent. Tantôt, je parlais des sauces tomates. Oui, là, oui. Les sauces tomates, là. Souvent, c'est sucré, mais on s'en rend pas compte. Ah, c'est sucré. Ben oui, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que quand on arrive avec un vin trop sec, tu sais, souvent, on va lire partout dans les volumes, le meilleur accord, c'est un Chianti avec les sauces tomatées. Moi, je suis pas vraiment là parce que je trouve qu'un Chianti, c'est très sec. C'est du Sangiovese, hein. T'as pas beaucoup de fruits, t'as une certaine acidité, t'as des tanins, c'est très sec. Tandis que là, tu arrives avec une sauce tomate qui est un petit peu sucrée, qui va amincir encore ton vin qui est déjà un peu mince en partant. Alors là, je préfère y aller avec des Ripasso, des Valpolicella, des vins qui ont un peu plus de fruits en partant, mais au moins, ils vont se faire assécher un peu, mais ils vont en rester. Je veux aviser les gens qui nous entendent dans ce podcast que, comme on le fait, je pense, 2 fois par année, mais là, on va le faire pour l'été, puis ça va rester en ligne sur christianmartel.net et sur gillesparent.com, parce que les autres affaires, c'est plus compliqué, les autres applications, là. Mais donc, et sur mon Facebook, moi, j'ai 5000 personnes sur le Facebook. Je vais le laisser sur Facebook. Ça va être capable de retrouver des listes de coups de cœur de Christian, autant dans le rosé, je pense que des bulles un peu aussi, du blanc, du rouge. J'ai mis des vins d'été.
l'été. Des choses pas trop lourdes. Là. Pas trop chères, pas trop lourdes. Un petit peu toutes sortes de prix. Parfait. Exactement. Donc, on a une liste qu'on ne la fera pas avec vous tout de suite ici, mais elle va être en ligne. Là. Je vous aviserai là, pour les gens qui nous suivent. Parce qu'on arrive aux questions du public. On a énormément de questions du public. La première est plus générale, mais je pense qu'elle est toujours d'intérêt quand tu l'exprimes. D'où vient la qualité d'un grand vin? Quand on dit c'est un grand vin. Oui, ça, c'est un grand vin. Un grand vin, ça vient d'un grand raisin. pas un raisin plus gros, mais un raisin qui a du goût. Mais il faut t'expliquer, c'est quoi un grand? Souvent, c'est des petites parcelles de terre. C'est exceptionnel. Okay. C'est les meilleures vignes. Là. C'est les vignes qui ont souffert. Là. La vigne, c'est drôle parce qu'il faut qu'elle souffre. Il ne faut pas qu'elle ait la vie trop facile. Sinon, ça ne sera pas intéressant. Non, là, faut pas qu'elle... Tu regardes la terre d'un vignoble, il n'y a pas grand-chose. Des fois, c'est rocailleux. Puis, la vigne, il faut qu'elle travaille pour aller chercher des éléments. Puis pendant qu'elle travaille, elle produit moins. Mais ce qu'elle va produire, elle va donner des raisins d'une qualité exceptionnelle. Je suis allé marcher puis en plus, on va se vanter un peu. T'es un petit peu comme nous autres. En vieillissant, elle s'améliore. Fait là, tu sais... Je sais que tu es allé en Europe à plusieurs reprises, particulièrement pour ton travail, ta passion avec ta blonde. Vous êtes allé dans des vignobles. Il y a des endroits, ça prend quasiment des bottes d'hiver pour marcher tellement que c'est sec. Ah, c'est sec. Puis écoute, c'est pas facile de marcher dans les vignobles qui sont... tu dis, mais c'est donc bien sec. C'est sec, c'est mais c'est parce que les racines, ce qu'on comprend, ils descendent pas mal. Ils vont chercher leur humidité assez... Ils vont chercher les nutriments là où ils sont. Mais quand tu le marches, là, tu sais, je sais que tu en parles souvent, mais quand tu le marches, tu te rends compte qu'il y a des roches. Tu te dis, jamais de ma vie que je ferai un jardin d'un affaire de même. Jamais. C'est fou, hein? Les vignobles, là, c'est les jardins qui font les plus durs quand on regarde la terre. Moi, c'est ça que je dis aux gens souvent. Quand vous y allez, là, regardez la terre, vous allez voir. Là, mais t'as pas le choix, sinon tu te plantes aussi. C'est ça aussi. Regardez où vous allez. Non, puis les raisins ont énormément de goût. Alors, c'est sûr que si ton raisin a beaucoup de goût, parce qu'il a fallu que la vigne travaille beaucoup pour aller chercher ces éléments-là, puis une vieille vigne, une vigne qui a travaillé fort, produit beaucoup moins. Mais en même temps, chaque raisin, wow, là, ça a un goût extraordinaire. C'est puissant. Ce que tu expliques là, ça explique le prix, dans le fond aussi. Parce que la quantité est limitée. Là. C'est toujours des quantités plus petites. Alors, c'est sûr que le vin va être en conséquence. Mon raisin goûte, mon vin goûte. Le raisin goûte rien, le vin goûte rien. Tu sais, faire du vin avec des raisins d'épicerie, ça pourrait marcher, mais ça goûtera rien. Mais quand on dit un grand vin... après ça, il y a les années, tu sais, les millésimes. Ouais. Mais tu vas me dire, c'est parce que ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo. C'est le même sol, mettons, la même région de Bordeaux qui fait le même vin. Exact. D'une année à l'autre, ça sera pas le même vin. Ça sera pas tout à fait pareil. Ça pourra jamais être pareil. Il a fait plus chaud, il y a plus trop, ça a gelé, n'importe quoi. C'est sûr que, heureusement, aujourd'hui, tu sais, on dit contrôle souvent, mieux. Ben oui, on dit souvent, les mauvaises années, ça n'existe plus. C'est pas juste du marketing, là. C'est parce que la technologie vient au secours. OK. La machinerie, technologie, l'informatique aussi? Aussi. Ils sont capables de tout analyser. C'est incroyable maintenant. Là. Tu sais, ça arrive là, des fois. Là, c'est des murs d'ordinateur. Oui, j'ai vu ça. C'est des panneaux de contrôle. Donc, il y a moins de pertes pour eux, dans le fond. Beaucoup moins. Tu sais, puis ils sont capables maintenant, s'il y a eu beaucoup de pluie, d'enlever de l'eau dans le jus pour reconcentrer. Ah non, tu sais, ça se faisait pas avant. C'est pour ça qu'avant, il y a des mauvaises années, tout simplement. Mais maintenant... C'est beaucoup d'investissements, mais à long terme, d'après moi, ils perdent beaucoup moins. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. Exact. Ah oui, parce qu'il y en a de l'investissement là-dedans. Mon Dieu, c'est comme le capsulage. Je m'avais dit, on fait encore des tests. Il y a peut-être des capsules qui n'existent pas encore, qu'on va voir plus tard. Là. On a essayé le vitre, on a essayé la vitre. On connaît évidemment comment on appelle ça? Le plus vieux. Il y a des capsules dévissables. Il y a des capsules des bouchons plastiques aussi, là, qui sont moins bons un peu. Puis il y a le fameux liège. Ben oui. Puis il y a le liège aggloméré. On voit ça de plus en plus. Là. Qui est plus performant, c'est quoi? Oui, parce que lui, il n'est pas supposé de donner de vin bouchonné. À date, ça ne m'est pas arrivé. J'en ai pas vu. C'est-tu juste les grands vins qui ont ça? Non, il y en a de plus en plus. Les grands vins, au contraire, ils n'ont pas ça. Ça part-tu du fait qu'il y a beaucoup de gens, d'amateurs de vin, dans le fond, qui veulent du liège? Ils ne diront pas, mais il y en a qui n'aiment pas ça plastique. Il y en a qui n'aiment pas ça. Tu sais, hein? Arrive-moi pas avec un dévissable au bout de ça. Mais on n'est pas pire ici au Québec. On est ouvert? Oui, il y en a des fois qui m'en demandent. Ben dans le rosé, il y en a beaucoup, là. Ah ben oui. As-tu dans le blanc aussi. Ah oui, des fois, ça arrive. Mais en France, là, entre autres, là, moi, il me pose tout le temps la question. Des fois, je vais, là. Puis, le dévissable chez vous, c'est pas si pire. On commence, les gens s'habituent, puis... parce qu'ils disent, nous autres, là, ça reste ces tablettes. Les gens en veulent pas. Parce qu'il associe ça à des vins de bas de gamme. Okay. Des vins d'entrée. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ben non. Ça n'a rien de vrai là-dedans, parce que, regarde, écoute, t'as des vins... Encore, il n'y a pas longtemps, là, j'avais un vin, un pinot noir de la Nouvelle-Zélande. 90$ avec une capsule dévissable. Puis toi, ça t'insulte pas dessus? Pas du tout. Moi, personnellement, là... T'es sûr qu'il va être bon, de toute façon? Dévissable. Ben oui, tu sais, t'es sûr qu'il va être bon. Tu
sais, par rapport à ça, là, le liège, tu regardes ça, c'est un peu archaïque, tu trouves pas? Tu sais, il me semble que, tu sais, on évolue un peu, il y a d'autres méthodes. Vraiment peut-être plus prestigieux. Mais là, donc, il y a des alliages plus solides, parce que c'est comme des granules, si on veut, de liège, là, avec un liant, là, puis ça donne des bouchons qui sont très, très durs. Et tu sais, ça me fait penser au bois. Tu sais, le bois, l'aggloméré. C'est un peu ça. Pour rendre un bois très solide, on va faire de l'aggloméré. Certains que les gens ont déjà vu ça, là, on a beaucoup de ces bouchons. Est-ce que ça paraît visuellement? Ah oui, ça paraît. Tu regardes le bouchon, là, tu vois que c'est toutes des petites particules là, qui sont collées ensemble là, avec un liant. Là, puis souvent, tu as une compagnie qui s'appelle Diam, D-I-A-M, c'est eux autres qui font ça. Là, puis apparemment, c'est une réponse aux vins bouchonnés. Il y en a moins qu'avant en passant des vins bouchonnés. Est-ce qu'un vin, en vieillissant, devient meilleur? Non, pas nécessairement. Moi, je trouve que le vin devient différent. Tout simplement. Premièrement, c'est pas tous les vins. Là. Encore là, je faisais une chronique là-dessus cette semaine. Là. Oui. C'est des vins là, qui vont vraiment s'améliorer avec le temps, qui vont vraiment se transformer. Là, c'est à peu près 10% de ce qu'il y a sur le marché. Tout le reste est prêt à boire là. OK, 90% quasiment de ce que vous avez d'une succursale, c'est quasiment à boire. Là. Ah oui, absolument, absolument. Tu sais, parce que ça, c'est une autre affaire, ça. Tu sais, là, les gens qui font vieillir du vin, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je me fais pas demander ça souvent. Moi, je vais pour garder ça, garder 10 ans, c'est rare. Ça va être, mettons, la fête de ta fille. Tu dis, quand tu vas avoir 18 ans, je vais lui donner. C'est un vin qui va faire 20 ans, mettons. Oui, mais ça, 20 ans, aujourd'hui, là, c'est un bail. Tu sais, je vais te dire une chose, là, voilà, parce que, tu sais, ça va-tu être bon, je peux pas vous le garantir. Parce que les vins sont plus faits de la même façon qu'avant. Tu m'as déjà dit, Christian, je ne veux pas dire des choses que tu n'as pas dites, si c'est le cas, tu me le dis, mais tu me semble, tu me disais, exemple, tu achètes un vin, puis tu décides, ou ton père avait acheté un vin, il l'a eu 30 ans, toi, tu fais 20 ans que tu l'as, il dit, la dernière chose que tu dois faire, c'est de l'ouvrir, parce que c'est presque sûr que ça sera plus bon. Après 50 ans, ça sera plus bon. C'est plus une question, tu sais, le bon vin, en vieillissant, devient meilleur, c'est pas vrai. C'est pas indéfini, ça, tu sais, oui, mais ça reprend l'autre courbe, à un moment donné, ça redescend, là, tu sais, c'est ça, puis là, il devient de moins en moins bon. Là, il est rendu brun, puis c'est pas agréable, là, il est complètement fini. Tu sais, mais, tu sais, les vieux vins, on aime ou on n'aime pas, là. Tu sais, parce que... Tu as eu la chance dans ta carrière d'en goûter des exceptionnels. Mettons 1970, je sais pas, là. Peut-être pas si vieux, mais j'en ai goûté des vins, là, très, très, très vieux. Puis, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le vin, là, il est juste différent. Premièrement, tu n'as plus de fruits. Bon. C'est devenu très, très, très fin. T'sais, même le vin qui était costaud au départ est rendu très fin. On parle de rouge, surtout. Oui, je comprends. Puis là, écoute, là, tu as des arômes plus là, de feuilles mortes, des arômes de champignons, des arômes de cuir, des arômes de viande. Tu vois l'idée un peu, là? Oui, mais c'est pas si pire, ça. C'est pas si pire, mais ça dépend. On aime ou on n'aime pas. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas mon dire du vin, c'est fait avec du fruit, puis c'est le fun quand ça goûte. Je comprends. Ce qui est plaisant, par contre, c'est quand tu arrives avec les deux. Tu as encore du fruit, mais tu commences à avoir un peu de ces arômes-là. Là, c'est pas mal le summum. Mais après ça, on aime ou on n'aime pas. Bon, personnellement, c'est moins ma tasse de thé, mais ça... Je comprends. Mais si c'est une occasion spéciale, est-ce que ça va t'arriver, mettons, de payer 40-45 pour un rouge? Ah, ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que tu vas l'apprécier à la hauteur du prix? Oui. Tu vas avoir une différence. Oui, il y a une différence. Oui. Tu sais, tu vas prendre un à 20, 22 puis un à 40, là. Oui, tu vois. Je regardais dans la liste en faisant ma recherche, des connaisseurs, ils disaient Barolo et Amarone, c'est des bons exemples où tu peux commencer, mettons, dans nos prix à nous, autour de 30, mais ça monte sans arrêt. Là. Tu peux monter en innocent. Il n'y a pas de limite par en haut. Là. Il n'y en a pas. Mais un Amarone, probablement, si tu me sers un Amarone qui vaut, mettons, 120$, puis l'autre qui est à 33$, toi, tu vas voir tout de suite la différence. Il y en a un qui est plus jeune, il est quoi? Premièrement, c'est l'intensité tout de suite en partant. Il y en a un qui a pas mal plus de goût que l'autre. Plus complexe aussi, les arômes. Là. Tu sais, un vin complexe, là, tu te mets le nez dedans, tu sens quelque chose, tu recommences, tu sens d'autres choses. Puis, ça évolue complètement. Là. Tandis que des fois, tu as des vins qui sont plus mono, si on veut. Ouais. Tu as un arôme, puis on s'en tient à ça. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment la complexité. On continue avec le public. C'est quoi le tanin dans le vin et comment on peut l'identifier facilement? OK. Le tanin, c'est dans les rouges qu'on trouve ça. OK. Et le tanin, ça goûte à rien. OK? Mais par contre... Tu nous aides beaucoup. Oui, vous aide beaucoup. Hein? Mais par contre, ça nous donne en bouche une sensation de sécheresse, une sensation de rugosité. C'est comme ça. Tu sais, après l'avoir avalé, tu te passes ta langue sur le palais, les dents, puis tu sens que c'est sec. C'est-tu l'affaire d'astringence ou c'est autre chose? Exactement, c'est ça. On entend des fois l'astringence. Exact, c'est l'astringence. On va trouver ça aussi dans les vins oranges. Mais ou un fruit qui n'est pas prêt, tu sais, un fruit qui n'est pas prêt. C'est ça. Puis... ça, c'est plus l'acidité. L'acidité, OK. C'est ça, on grimace un peu. Mais c'est comme ça. Tu sais, le meilleur exemple, je ne sais pas si tu as déjà mangé des petites cerises à grappe. Ah oui. On vient
Ah ouais. On fait la face. C'est ça le tanin. Si on était à la télé, là, le monde rirait parce qu'on t'a fait toute une face. Ah oui. Dis-moi, Christian, je la trouve intéressante cette question-là. Est-ce que les goûts du public vont influencer parfois les producteurs dans la façon de faire leur vin? Énormément. Ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix. Parce que, regarde, on parlait tantôt là, de gros vins boisés. Là. Assez que l'autre jour, là, justement, j'avais une animation à faire, puis ça me prenait un blanc boisé. Fait que. C'est mis à chercher. Moi, on va prendre le Mer Soleil, mettons, qui est un chardonnay qui est très, très boisé, puis tout ça, ça va. Fait que je goûte à ça. Parce qu'il existe 2 versions du Mer Soleil. La version boisée et la version qui ne l'est pas. C'est pas indiqué? C'est le même jus. Oui, c'est indiqué. C'est le même jus, parce que c'est marqué on oak. Hein? OK, comprends. Hein, c'est ça. Et c'est le même jus, mais qui n'est pas boisé du tout. Là, j'ai dit, coudonc, ils se sont-tu trompés, puis ils ont pris l'autre. T'allais voir dans le sol à de l'air. Non, c'est bien ça. Mais il est moins boisé qu'il était. Tu vois? OK. Et même le fameux ménage à 3, qui est un vin rouge. On a pris ça dans le temps. Qui est un vin rouge quasiment sucré. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Parce que les vins rouges, le sucre, là, on le sait, on a une maladie, là. Les gens ne veulent pas. Bien de fou, c'est ça. 2,1 litres, 2,1 du litre. Putain. Au-dessus de 2, là, c'est dangereux. Ça, on en a tellement parlé. Quand j'ai parlé à Isabelle Huot la dernière fois, elle dit, il faut que je revienne là-dessus. Elle dit, je dis aux gens, arrêtez de capoter. Là. Arrêtez avec ça. Prenez donc ce que vous aimez. Là, mais oui, c'est ça. Ça donne rien. C'est ça. Vous empêchez de prendre des vins à votre goût. Non, c'est pas la réalité, la vraie vie, là, on dira, juste nos deux. Là. Ouais. C'est que quand il n'y en a pas beaucoup, tu vas en boire plus. Tu donnes bonne conscience. Tu dis, pas beaucoup de sucre là-dedans. Mais si tu prends 7 verres de vin, ben oui. Tu n'avais pas vu ça de même, mais peut-être, ça se peut. Je te parle en connaissance d'amis. OK. Pas moi, évidemment. Non, pas toi. Non, je le savais. Qu'est-ce qui se met... Écoute, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on en a parlé souvent, mais il y a toujours des gens qui s'élèvent contre ça. Qu'est-ce qui se marie le mieux avec le fromage, le rouge ou le blanc? Toi, je sais que tu es de l'école des blancs, sans aucun doute, mais tu n'es pas tout seul. Sauf que dans le grand public, souvent, es-tu malade, un bon bleu, tu vas prendre ça avec du rouge torqué. Ouais. Ben, ton rouge torqué, justement, là, il va être tellement torqué là, qu'il n'y aura plus de fruits. C'est ça l'affaire. Moi, là, souvent... Là, parce que le fromage est trop fort, c'est ça? Non, c'est que les tanins du vin rouge réagissent avec les produits laitiers. Ça provoque une amertume qui, gustativement, enlève à peu près tout le fruit qu'il y a dans le vin. Mais ça, quand tu t'arrêtes comme il faut, là, fais-tu des tests avec ton monde? Énormément. Puis souvent, là, je vais faire des animations, là, parce que les gens ne croient pas ça au départ. Tu sais, on arrive avec un vin fromage, mettons, un service de fromage doux, un service de moyen, puis un service de fromage fort. Oui. Avec tous les services, un blanc, puis un rouge, un blanc, puis un rouge, puis un blanc, puis un rouge. Là, on commence, puis je le demande au départ. Puis lequel va être le meilleur? La majorité des gens, ben là, ça va être le rouge, c'est sûr. Puis à la fin, lequel était le meilleur? Ben, c'était le blanc. C'est ça. Le blanc ne perd pas son fruit parce qu'il n'y a pas de tanin. Donc, il n'y a pas cette mauvaise réaction-là. Bien meilleur. T'sais, il reste bon. Ça reste agréable. Parce que tu prends ton rouge, tu goûtes le fromage après, tu reviens à ton rouge. Alors, regarde, goûte-y comme il faut. Là. C'est plus le même vin. C'est plus le même vin. Il est beaucoup moins bon. Il est plus agressif. Tu goûtes les tanins, l'acidité, puis une amertume qui n'était pas là au départ. C'est vraiment pas bon. Comme on va souvent le fromage, on n'en mange pas tous les soirs, mais quand il y a un grand repas, souvent ça va arriver après le dessert, tout ça. Mais est-ce que c'est le même principe avec, par exemple, le chocolat? Je sais que moi, j'aime beaucoup un petit carré de chocolat noir avec du vin. Je le prends avec du rouge. Devrais-tu le prendre avec du blanc ou? Non. Non? Mais je trouve ça bon. Avec du rouge, oui, c'est bon, mais ça te prend absolument, par exemple, ça te prend un chocolat qui est très, très fort en cacao. C'est ça, un noir, mettons, à 80%. 80%, là, ça, c'est pas sucré, ça va être moins bon. Non, ça ne marchera pas, ça va détruire ton vin. C'est la même chose que tantôt. C'est ça, pour ça que je t'en parlais. Tout son côté fruit. Là, parce que le principe parce qu'il y en a des fois qui vont dire, ouais, mais il me semble que le chocolat avec le vin, c'est bon. Ouais, ça dépend comment tu le prends. Si tu prends ton chocolat puis tu prends ton vin en même temps, là, ça ne sera pas mauvais. Parce que c'est le sucre du chocolat qui vient équilibrer ton vin. Mais là, tu goûtes pas ton vin comme il faut parce que ton vin est rendu chocolaté. Je comprends, donc c'est ça. Si tu le fais au goût, ça sera pas mauvais, mais tu perds à quelque part. Tu perds le goût du vin, c'est ça. Mais si tu le fais en succession, comme je disais tantôt, à ce moment-là, ça va être une horreur s'il est sucré. Mais si le chocolat est très fort en cacao, ça peut toujours passer. Mais idéalement, un rouge sucré, ça serait parfait. Moi, probablement, c'est ma méconnaissance, mais j'ai eu en cadeau
je parle à mon frère Réal, il m'a donné, à 2 reprises, on devait prendre des vins liquoreux. Vraiment des vins liquoreux, c'est sucré, vraiment seulement. C'est des vins sucrés. Des vins sucrés, bon. Ouais. Mais je suis pas capable de les passer. Je suis pas capable de passer ça. J'ai l'impression que c'est du Porto. Fait que les gens, Porto, ça a été une mode. Ah oui, puis le monde ne veut rien savoir. Il y a eu une mode épouvantable. On avait des murs de Porto au magasin. C'est épouvantable. Puis ceux qui en ont encore chez eux, dites-vous que ça fait 15 ans qu'ils sont dans le garde-robe. C'est ça la réalité. Fait que vous êtes mieux des sacrés au vidange. Mais des vins liquoreux, j'arrive pas. Avec quoi je devrais servir ça? Là, tu parles d'un vin liquoreux blanc? Oui, blanc. Okay. Je parle des 2. J'ai 4 bouteilles, puis j'ai l'impression que je vais être mort, puis ils vont être encore là. Bon. Parce qu'à chaque fois que je sors ça, le monde se sauve comme si c'était une sorcière qui s'en venait. Mais ça, là, faut que tu prennes ça avec tes fromages. C'est magnifique. Donc, un blanc sucré avec des fromages gras, dans le fond. N'importe quoi. Le passe-partout. Cheese whiz? Non, mais là, t'es pas loin. T'es pas loin de ce que j'allais dire. Je pensais que tu me dirais, je parlais de fromage, pas de cheese whiz. Ah ouais? Est-ce que depuis quand que le cheese whiz, c'est du fromage? Ah oui, c'est ça. Moi, je dis souvent à la blague, là, je vais dire, un blanc liquoreux, c'est le passe-partout avec n'importe quel fromage, des tranches Kraft au bleu. Donc, c'est fantastique pour ça, OK. C'est fantastique. Ça, là, des fromages moindrement forts, des vieux cheddar ou même du bleu, là, avec un blanc liquoreux. Mais liquoreux, tu sers ça bien froid ou comme le blanc? Mais pas trop glacé, parce que là, tu perds du goût. C'est sûr qu'il va te paraître moins sirupeux, moins sucré, plus tu le sers froid, c'est certain, parce qu'on sent moins le froid dans ce temps-là. Mais il reste que avec des fromages, là, mon Dieu. OK, c'est avec ça, il faut que je prenne ça. Quand tu leur poses la question, là, mettons, tu vas en Sauternes, dans la région de Bordeaux, pour eux autres, là, c'est pas un vin de dessert, c'est un vin de fromage. OK, ils en prennent, eux autres, là. Oui, c'est pas rare. Nous autres, non, c'est ça. Mais nous autres, on a moins cette culture-là, d'autant plus qu'on revient toujours à ça. Depuis qu'on a mis dans la tête que le sucre, c'est poison vif, ben là, le monde n'en veut plus. Ouais, OK. Quels sont les 2 pires ennemis du vin en matière d'accord? OK. On a parlé un petit peu tantôt. Vinaigre, j'imagine, tantôt. Les épices piquantes puis le sucre. Ça, là, dès que vous avez du sucre dans une assiette, là, posez-vous la question, c'est pas le temps d'investir, ça prend du fruit pour compenser ça. Puis la même chose avec les épices piquantes. OK. Ouais. Christian, qu'est-ce que signifie la mention vieille vigne quand on voit ça sur une étiquette? Vieille vigne, là, en fait, ça part du principe que plus les vignes vieillissent, moins elles produisent de raisins, mais plus ils vont produire des raisins de très haute qualité. OK. Sauf que, on voit ça sur les étiquettes, mais c'est une mention qui n'est pas réglementée. Ça veut dire que un producteur peut bien décider... Ça fait du marketing quasiment. Moi, là, mes vignes ont 10 ans, sont vieilles. Ouais. Mais en réalité, des vignes de 10 ans, c'est des jeunes vignes. Parce que ça commence... 35-40 ans, là, on peut dire, OK, ça commence à être vieux. Mais quand c'est trop vieux, ça peut aller... Il y a des vignes, là, en Australie, entre autres, là, centenaires. Hein. Ouais, mais il ne disait pas, il faut qu'il coupe parce que ça ne produit plus. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, en Europe, des vignes de 100 ans, tu ne verras pas ça parce que là, à un moment donné, rendu à 40, 50, là, des fois, ils arrachent puis recommencent parce que là, il y a moins de production. Okay. Mais dans certains pays, ils ont fait moins de gestion comme ça puis ils ont laissé aller ça. Ce qui fait que du côté australien, on ne serait pas porté à penser ça, mais il y a des vignes vraiment centenaires. C'est particulier. C'est vraiment... OK. Il y a une question qui est plus générale. Quel est le style de vin à la mode? Parce qu'il y a des modes dans le vin. C'est vrai, ça? Dieu, oui, il y a des modes. Là, présentement, qu'est-ce qui est hot, là? Présentement, là, c'est pas compliqué. Dans le blanc, c'est tout ce qui est minéral. Minéral, ça, c'est le mot à la mode. Dans le blanc, là, ça veut dire minéral, c'est quoi? Chablis, ça veut mettons? dire, oui, Chablis, on peut le considérer, absolument. Un blanc, aucunement boisé. Le bois, là, ça marche plus, là. Aucunement boisé avec une certaine acidité. Donc ça, c'est un vin qui est minéral. Ça, c'est très, très, très à la mode. Du côté rouge, la finesse. Okay. Les gros vins boisés, confiturés, ça a plus la cote. Maintenant, là, c'est pour ça que, par exemple, le Beaujolais revient à la mode beaucoup. Parce que, écoute, il y a un temps, de toute façon, le Beaujolais, ils se battent contre eux-mêmes, là, parce que à cause du Beaujolais nouveau. Ça n'a pas eu juste du mauvais, c'est là qu'on s'est connus. Ben oui, exactement. C'est ça. On ne l'oubliera jamais. Il reste que, tu sais, c'était pas un grand vin, on le sent, puis pour encore certaines personnes, Beaujolais veut dire vin nouveau. On n'est plus là. OK. Y a-t-il une différence entre Pinot Gris et Pinot Grigio ou c'est juste la langue? C'est exactement le même cépage. Par contre, gustativement, oui, il y a une différence. Le Pinot Grigio, lui, vient du nord de l'Italie. Puis eux autres, ils aiment ça, avoir du Pinot Gris très sec, avec une bonne acidité. Fait que souvent, ils vont le récolter plus tôt. Okay. En Alsace, c'est le contraire. On aime avoir beaucoup, beaucoup de fruits. Donc, on va le laisser plus longtemps. Fait qu'il n'est pas pareil. C'est exactement le même cépage, mais des goûts complètement différents. OK, parce qu'il n'est pas traité de la même façon. Il n'est pas traité de la même façon. Donc, beaucoup, beaucoup de fruits. Des fois, presque sucrés en Alsace. Quand on veut conserver le vin, c'est quoi la meilleure température? Sur de la pièce? Non, jamais de la vie. Jamais? C'est ça. Non, parce que... Si 20 degrés, c'est trop, là. Là, c'est trop. Mais idéalement, 13 degrés.
OK. 13 degrés. Comme par exemple, là... une cave à vin naturelle, c'est quasiment ça, 12, 13? C'est ça, c'est parfait. Tu sais, ça peut fluctuer un peu au fil du temps, là, mais ça, c'est... Tu sais, mettons, ça peut être monté à 19 pendant quelques jours, mais les étés sont tellement courts ici que c'est pas grave, là. Mais idéalement, mettons, dans un cellier, que tu veux faire vieillir ton vin ou le conserver à bonne température, 13 degrés, c'est l'idéal. OK. Ouais. On dit qu'on voit de moins en moins de capsules métalliques, c'est vrai? Oui. Tu sais, c'est la fameuse capsule, là, pas en papier, là, mais vraiment en métal, là, qui recouvre le bouchon de liège. Là. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en voit de moins en moins. OK, tu veux dire vraiment à la place, c'est souvent la dernière... ils vont mettre un petit papier sur le liège ou des fois de la cire. C'est quoi la raison? Oui, la cire, j'ai vu ça. Bon, la raison, c'est qu'ils se sont dit, les producteurs, dans le fond, ça sert à rien. C'est uniquement esthétique. OK. Puis ça crée une pollution indue. Puis le monde sait que ça a besoin. Puis quand je suis allé dans le Rhône l'été passé, il y a une productrice, elle me disait, elle dit, écoute, elle dit, en plus, on a de la misère à en avoir. Elle dit, ça me prend à peu près 8-9 mois à recevoir mes capsules. Fait qu'on a décidé qu'on n'en mettait plus. Donc, dans le fond, c'est une bonne chose. Là. C'est pas plus important qu'il faut. Est-ce qu'il y a une manière intelligente ou meilleure d'identifier les odeurs dans un verre de vin? Parce que souvent, on voit des gens qui font un show avec ça, là, puis ils virent ça de tous les bords. On y va sur ce qu'on ressent. Puis la meilleure façon, c'est de devenir senteux. Senteux, il y en a qui vont se reconnaître ici. Il y en a qui sentent tout. Il y en a qui arrivent dans leur cuisine, là, ils vont rouvrir un pot d'épices, ils vont le sentir, ils vont couper des légumes pour qu'ils les sentent. Il y en a qui sentent tout. Fait qu'en sentant beaucoup de choses comme ça, tu augmentes ta mémoire olfactive. Donc, c'est plus facile de reconnaître dans un verre de vin. Ça va cliquer plus facilement à ce moment-là, là, sur des odeurs que tu connais naturellement. Une question qui me surprend pas, mais qui, je pense, va plaire comme question, puis la réponse probablement plus. Pourquoi le Prosecco est si peu cher? Ben, c'est pas le même procédé de fabrication que les champagnes, par exemple. Ben, c'est très populaire, les Prosecco, à cause des fameux spritz et autres. Ah, oui, exactement. Mais c'est que ça se vend. Ils me disent, à SAQ, on en manque des fois. Ah, oui, on en il y avait le fiole, tu sais, puis il y avait plus. Il y en a plein, là, le Zonin et compagnie. Oui. C'est 15-20 piastres, c'est 18, 16? Ça varie, 18, c'est ça, 17, 18, 20, 22, 25. Il y en a des fois des plus hauts de gamme. J'en ai déjà vu un à 50. C'est pas mauvais tout seul non plus. Ça se fait d'un mix, mais... ça donne toujours un mousseux qui est sec, mais plus fruité. Ouais. Parce que, tu sais, au lieu d'avoir la deuxième fermentation en bouteille, comme le champagne, puis toute une manipulation, la fermentation se fait en cuve clos. C'est une cuve pressurisée, là, donc c'est filtré. Puis c'est plus simple comme façon de faire. C'est plus simple, exactement. Okay. Ça explique le prix. Moins cher. Ça devient très démocratique, dans le fond. C'est ça, absolument. C'est accessible pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Christian, le vieillissement sur lit? Sur lit, c'est... Tu prends un lit, puis t'étends ça avec les oreillers. J'imagine, c'est ça. Tu mets tes bouteilles sur le lit, là, puis là... Tu mets des couvertes dessus, puis bonne nuit! Bonne nuit, en plein ça, c'est ça. Non, c'est ça, sur lit, c'est que... C'est LIE en passant, là, évidemment. C'est la lie. C'est que c'est les levures, en fait, qui ont servi à faire la fermentation. Ces levures-là, à un moment donné, quand la fermentation est terminée, ils meurent, puis ils s'en vont dans le fond de la cuve. Sauf qu'on s'est rendu compte que ces levures-là, si on les remélange au vin, soit dans le tonneau ou encore dans une cuve en inox, mais avec un hélice en dessous là, pour remélanger tout ça, qu'on s'est rendu compte que ça amène plus de complexité au vin. Ça amène des odeurs, des arômes qui n'étaient pas là avant. Puis ça, c'est causé par les levures en décomposition. Ça n'a pas l'air très appétissant, non, c'est ça. Mais ça donne une qualité supérieure au vin. C'est pour ça qu'on voit ça des fois dans des vins qui seraient... un peu mince à l'origine, comme des muscadets. Là, on voit souvent ça, muscadets sur lit, où tu as beaucoup de vins qui sont élevés sur lit maintenant pour avoir un peu plus de goût puis devenir un petit peu plus complexe. Si je vais chez mon ami puis il me dit on va ouvrir le vin, il faut le faire aérer au moins une heure et demie avant. Ouais. Toi, tu dis c'est bullshit, ou bien? Ouais, tu connais ma position. Je sais, c'est parce que la question revient tout le temps. Ah ouais, revient tout le temps. Il faut faire respirer le vin. Puis... Ah ouais. Ben, moi, personnellement, là, il y a personne qui a réussi à me prouver que ça fonctionnait. Après 40 ans, quand même. Après 40 ans. Mais écoute, des tests, ça, j'en ai fait. J'en ai fait à l'aveugle, là, la même bouteille carafée, pas carafée. Puis finalement, celle qui était carafée avait moins d'arôme que celle qui ne l'avait pas. Il n'y a rien concluant dans ton affaire. Absolument pas. Absolument pas. Puis moi, je recommande aux gens de le faire à l'aveugle parce qu'autrement, ça devient du conditionnement. Tu veux tellement que ce soit meilleur que ça va l'être. Mais à date, c'est pour ça que moi, je me casse pas la tête. Ouvrir une bouteille à l'avance, tu fais pas ça, toi non plus. C'est la même chose non plus. Ça donne rien, de toute façon. Est-ce qu'il reste des vitamines du raisin quand tu bois du vin? Oui.
Oui, les vitamines demeurent actives. Entre autres, il y a de la vitamine B dans le vin. Ça me donne une raison de plus pour en prendre plus. J'allais dire, c'est pour ça qu'on en prend. Il y avait le cœur, puis là, on rajoute le raisin. C'est ça, exactement. On ne peut pas s'en passer. OK, donc il reste de la vitamine. Oui, il en reste, oui, absolument. La prochaine question m'intéresse beaucoup, puis c'est la dernière pour cette chronique-là. OK. On parle d'assemblage quand il y a plusieurs cépages dans un vin, donc assemblage. Ouais. Ma première question en général, après ça, tu sais que moi, j'adore les assemblages. Okay. Je sais pas pourquoi, mais je veux savoir pourquoi on fait ça. Est-ce qu'on passe des vieilles batches, puis tous des restants, puis on sacre ça là-dedans? Mais ça, moi, ça me passe par la tête. J'imagine, c'est pas ça, là, mais... Ah non, c'est parce que des fois, tu as 2, 3, 4... des fois, tu peux avoir 4, 5 cépages. Puis tu lis ça, puis le gars, l'autre fois, me dit 78 de ça, 2 de ça, 4 puis je lui dis, ça fait une différence? Oh oui, ça fait une différence. Énorme. Ben, explique-moi le principe, parce que ça m'intéresse. Un des meilleurs endroits que les assemblages, c'est les Côtes-du-Rhône. Les Côtes-du-Rhône, le sud, comme entre autres Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, tu peux avoir 13 cépages autorisés. Dans le même vin? Oui, mais c'est toujours les 4-5 mêmes qui reviennent. T'sais. Là, c'est pas une nouvelle méthode, ça existe. Ça existe depuis nombre d'années. Des milliers d'années. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de grenache dans ce secteur-là. Le grenache, ça y prend de la chaleur. Ça donne bien, il y en a. Bon, sauf que le grenache, là, ça a beaucoup de fruits, mais ça manque un peu d'acidité puis ça manque un peu de tanin. C'est bien bon, mais c'est un peu mollasson. Tu sais, dans le sens de tout, ça manque de fruits. Okay. Alors là, ça manque de colonne un peu. Alors là, on va y ajouter un peu de syrah. Le syrah, tu as des bons tanins là-dedans, puis un peu d'acidité aussi, puis un peu de mourvèdre aussi. Qui est quand c'est même comme une recette, tu me dis un petit peu de syrah. C'est une recette. Puis en même temps, tu sais, ils mettent pas ça n'importe comment. Là. Ben non, j'en doute pas. Moi, j'ai pu le faire une fois là, dans un vignoble. Un assemblage? Hey, on est arrivé là, il y avait des bouteilles sur une table, là, puis il y avait des cylindres gradués, pareil comme en chimie quand j'étais au secondaire. Les béchères, les cylindres. Exactement, tout le kit. Puis là, un peu de ça, un peu de ça. Puis là, il mesurait tout ça. Puis là, j'étais avec mon épouse. Puis c'est drôle parce que le gars, il dit, non, il dit, je veux pas ton avis, je veux l'avis de ta femme. Et toi, tu es un professionnel dans le vin, c'est pas ça que je veux. Elle c'est une cliente. Aimez-vous ça, genre? C'est ça. Lequel vous préférez? C'est ça. Puis après ça, un coup qu'ils ont atteint la recette qu'ils ont voulu, ils la reproduisent à grande échelle avec les citernes. Ils savent que là, on a tant de litres. On avait mis tant de pourcents de syrah, tant de pourcents de grenache. Un panillo. Puis on reproduit tout ça. C'est comme ça. Donc, ils font des tests avant. Ils goûtent, là, tout le monde. Mon problème actuellement, Christian, je trouve ça très intéressant parce que, évidemment, quand je disais des restants de batch, je me disais, pour certains, ça doit être ça, mais je pense pas que ça doit être. Je pense que c'est bien plus. D'autant qu'il y a des très bons vins là-dedans. Là. Mais comment on fait pour savoir? C'est toujours marqué sur l'étiquette? Non, pas tout le temps. Mais c'est ça mon problème. Moi, mais si tu veux le savoir, faut aller sur le site du producteur. OK. Ou, mettons, mais tu me dis Côte-du-Rhône, donc quand je m'en vais en Côte-du-Rhône, je vais en avoir plus. Sud, c'est tout le temps des assemblages. Côte-du-Rhône-Nord, ça n'est à peu des pays neufs, mettons en Portugal, puis je sais pas. Portugal, c'est énorme. Écoute, ils vont en avoir des assemblages? Rien que de ça, quasiment. Tu vas dans le Douro, par exemple. Oui. Hein, les vins du Douro, c'est quoi? C'est les mêmes cépages qui servent à faire le Porto, mais vinifiés en vin sec. Tu peux avoir 7-8 cépages là-dedans, puis en plus, tous des noms qu'on connaît pas. Fait que là, tu sais, mais l'important, c'est le tout. C'est le tout que ça donne. Tu sais, c'est une question d'équilibre. On n'a pas tout à fait assez de tanin, on va mettre un peu plus de lui qu'il y en a un peu plus, puis là, un peu plus de fruits, il y en a un peu plus, puis... Y a-tu des vins abordables en assemblage? Absolument. C'est pas tout le temps 30-40 pièces. Il y en a tous les prix, OK. Tu peux avoir des vins à 12-14 $. Es-tu encore entiché du Portugal? Tu avais dit meilleur rapport qualité-prix. C'était le Portugal l'année passée. C'est encore vrai? Le rapport qualité-prix, c'est encore là. Écoute, tu sais, pour des fois, même à 15 $, tu vas avoir un vin qui a du goût, qui a plein de richesse. Puis quand tu es rendu à 20-25 au Portugal, là, tu commences à être d'un haut de gamme. Tu sais, moi, ça me fait rire un peu parce que quand on était allé, je me souviens, là, il y avait dans un magasin une bouteille à 9 €. 9 €, pas beaucoup. Non, c'est 13 14-15 $. 13, 4, moins 15 $. Puis, il y avait une bague dessus anti-vol. OK. Il y avait des bagues anti-vol dessus. Je dis, Seigneur, à 9 € c'est cher. C'est comique. Ben toi-même, est-ce que, amateur de vin, est-ce que tu n'achètes des assemblages? Ah oui. Okay. Ah oui. Moi, que ce soit assemblage ou monocépage, le vin, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est à mon goût? De toute façon, les assemblages, il y en a bien plus qu'on pense. Tu prends, par exemple, là, un Cabernet Sauvignon californien, c'est quasiment tout le temps des assemblages. C'est juste écrit Cabernet Sauvignon sur l'étiquette. Mais selon la réglementation, si tu en as au moins 75 %, tu peux écrire uniquement le nom de cépage. Je comprends. Les autres, c'est des... Tu peux avoir un 15 % de Merlot, de la petite Syrah, des choses comme ça, puis ils sont pas obligés de te le dire.
Mais si tu vas sur le site du producteur, tu vas avoir tout ça. Mais si j'ai un très, là, je pousse à l'extrême, j'ai un très, très grand vin, mettons, qui a 20, 25 ans, je sais pas, puis qui est un grand Bordeaux, est-ce qu'il peut être assemblage ou il va être plutôt... Les Bordeaux, c'est quasiment tout le temps des assemblages. Même si c'est un vin de haut niveau, là. Absolument, absolument. 160, 200 piastres la bouteille. Même 1000, là, tu sais, regarde, là. Ça peut être un assemblage pareil. Donc, il n'y a rien de négatif à l'assemblage, c'est ça. Parce que comme ça fait recette, je me disais, ça a l'air moins pur, tu comprends? Ouais. Là où ça a moins d'importance un peu, c'est sur le terroir. Parce qu'avec les assemblages, on peut corriger. Tu vas, par exemple, en Bourgogne, c'est un seul cépage, c'est le pinot noir. Fait que là, ton terroir prend de l'importance. C'est pour ça que, tu sais, un Bourgogne de tel vignoble... Contrôle, parce que tu peux pas... l'un côté de l'autre, ça goûte pas pareil. Tu sais, c'est à cause de la composition des sols. Quand même différent. C'est spécial, hein? Ah oui. C'est spécial. On en apprend tellement. Monsieur Martel, Christian, merci. Ben écoute, ça a été pas de retraite, on continue à travailler? On continue à travailler. Pour le moment, il n'y a pas de problème pour ça. Merci, Christian. Salut, bye.